Ceci est la dernière partie du troisième chapitre relatif aux facteurs hydriques. Dans cette vidéo, qui est la troisième de ce chapitre, la dernière bien sûr, il va traiter des variations et des répartitions du facteur hydrique à l'échelle temporelle bien sûr et spatiale. Et bien sûr, dans une deuxième partie, on va voir l'influence sur les organismes vivants, comment les organismes vivants réagissent aux facteurs hydriques. Alors, bien sûr, les variations qu'on peut constater, tout d'abord, vous avez des variations qui sont d'ordre temporel. Je vous présente ici la station de Marrakech avec ses coordonnées, son altitude, 460 mètres d'altitude. Ici, en abscisse les mois de l'année. Et en ordonnée ici, donc, à droite, vous avez les températures. Et à gauche, vous avez les précipitations. Donc, on vous met les deux pour vous montrer justement les variations temporelles. Alors, bien sûr, on assiste à une saisonnalité, aussi bien du paramètre thermique, la température, que le paramètre hydrique, les précipitations exprimées en millimètres, bien sûr. Alors, ce sont bien sûr des valeurs moyennes, calculées sur une période de 1930 à 1997. Alors, ceci, c'est un diagramme dit de Banyuls-Goussen, et qui permet de déterminer la période sèche. On voit bien que la station de Marrakech, la pluie est concentrée en hiver et au printemps. L'été est très sec, puis après il commence à pleuvoir à partir du mois de novembre, décembre, lorsque l'hiver arrive. Donc vous avez une bonne saisonnalité des précipitations à l'échelle donc de cette station. Par convention, sur le diagramme Banyuls-Goussen, lorsque il faut respecter une certaine échelle. Ici, par exemple, 30 degrés, il correspond le double, et vous avez les 60 mm. Lorsque la courbe de température qu'on voit ici, en rouge, l'hiver est froid, l'été est sec, lorsqu'elle dépasse la courbe de précipitation, ça nous permet de déterminer la période sèche. Ici, à Marrakech, la période elle est de 7 mois. Alors, les variations spatiales du facteur hydrique, tout d'abord, on peut voir ceci à l'échelle globale, à l'échelle planétaire. Si on prend une carte de la Terre, on voit bien les bilans hydriques annuels à la surface du globe. On voit bien qu'il y a des régions désertiques ici, au milieu des régions tropicales, aussi bien au nord, ici au sud, le Kalahari, l'Australie, l'Arizona aux États-Unis. Donc toujours au niveau des zones tropicales, il fait très sec. Par contre, donc les régions équatoriales, ici l'Amazonie, l'Afrique centrale, ici, il pleut beaucoup, l'Asie du Sud-Est aussi, il pleut beaucoup, c'est des zones équatoriales. Et au fur et à mesure qu'on monte vers le pôle, la pluviométrie augmente. Donc on voit bien qu'il y a une répartition hydrique bien déterminée à l'échelle de la planète. Si on prend une échelle régionale, on prend le cas du Maroc par exemple, on voit bien que la pluviométrie du Maroc, il est donc déterminée par la nature du relief. On voit que les zones bleues où il pleut beaucoup sont concentrées sur les zones de montagne. La zone la plus arrosée, c'est le Rif, suivi du Moyen Atlas. Dans le Rif, vous avez les zones les plus pluvieuses du Maroc. Il pleut 2000 mm de pluie dans la région de Chaoun. Puis après, vous avez tout le Moyen Atlas, la région d'Azro, Ifrane, où il pleut beaucoup aussi, mais en deuxième position. Puis après, le Haut-Atlas qui est la plus haute chaîne de montagne, et troisième position, puis après l'anti-Atlas plus au sud, elle arrive en quatrième. Donc on voit bien que ce sont les montagnes qui sont les plus arrosées. Les plaines ou bien les hauts plateaux vers la région d'Oujda, Figuig, il pleut moins. Il pleut moins. Puis après, vous avez toutes les zones désertiques et subdésertiques vers le sud, où les précipitations sont très faibles. Donc vous avez une répartition régionale, on prend le cas du Maroc, qui est aussi déterminée par un certain nombre de paramètres. Quand on voit encore toujours à cette échelle, on va comparer des stations dans la région de Marrakech, on va étudier dans ce cas-là l'effet de l'éloignement à la mer. Pourquoi la mer? Parce que la mer, c'est la source de l'évaporation, c'est la source des pluies. Alors on va prendre pour 4 stations qui sont à la même latitude. Safi, Sidi Mbark et Soufia Ben Guerir, on est dans la même latitude, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de montagne.
Et on va voir l'altitude qui augmente, 15, 170, 320, 475 à Benguir. Ce n'est pas des grosses variations altitudinales. Par contre, l'éloignement à la mer est très important. Safi au bord de la mer, Sidi Mbark à 31 km, Youssoufia à 73 km, et enfin Benguir à 113 km. Et les précipitations dans ces quatre stations, il pleut 327 mm par an à Safi, 305 mm à Sidi Mbark, 254 mm à Youssoufia et 222 mm à Benguir. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un gradient. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la mer, vous avez un gradient qui est un gradient pluviométrique décroissant de continentalité, c'est-à-dire que c'est la continentalité qui est importante ici. Plus on va à l'intérieur du pays, moins il y aura de pluie. Donc ça, c'est une première constante. Alors, on va prendre maintenant des variations, toujours à l'échelle régionale au Maroc, et on va comparer trois stations qui sont voisines les unes des autres, Ifrane, Azro et Meknès, mais qui sont à des altitudes différentes. Meknès est la plus basse, 550 mètres d'altitude, Azro 1270 et Ifrane 1635. Quand on compare la pluviométrie dans ces trois stations, Meknès il pleut 400 mm, quand on monte à Azro 837 mm, et quand on arrive à Ifrane 1110 mm. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on monte en altitude, on assiste à une augmentation de la pluviométrie, et donc on peut constater qu'il y a un gradient pluviométrique altitudinal croissant. Donc les pluviométries augmentent avec l'altitude, c'est normal, il fait de plus en plus froid et il y aura plus de condensation en altitude. On va voir ça rapidement dans quelques diapos. Donc voilà ce qui se passe. Donc à l'échelle d'un relief, au fur et à mesure qu'on monte, il y a un soulèvement orographique, c'est-à-dire que les nuages, l'air humide, il va monter, il se refroidit et il va donner de la pluie. Donc plus on monte en altitude, plus on aura de précipitations. Donc on assiste à un gradient pluviométrique altitudinal croissant, alors que tout à l'heure, le gradient de continentalité, il était décroissant. Alors, ce qui se produit dans la montagne, c'est un phénomène très intéressant. Lorsque vous avez un relief et qui va être traversé par des conditions, tout d'abord, regardez de l'air sec plus de la vapeur d'eau, donc il va se charger en humidité. Quand il monte, il va se condenser, il va se refroidir et il va être poussé par le vent, donc ça va se condenser et ça va donner de la pluie. Et quand il traversera la montagne, toutes ces conditions ne vont plus se réaliser. C'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y aura des pertes d'humidité, il y aura de l'air sec, plus de la vapeur d'eau, l'air sec, puis l'air chaud qu'on va retrouver plus bas. Si la température ici est égale à T, ici on va retrouver T plus 10, c'est-à-dire une augmentation de 10 degrés. Alors analysons avec ce schéma à droite, qui est la courbe de condensation et l'état de l'eau dans un milieu donné, et on va prendre des points. Alors au départ, on avait un point 1, c'était de l'air qui contient de la vapeur d'eau. Mais c'était de la vapeur d'eau, donc ce n'était pas liquide, c'était à l'état gazeux. Sur le diagramme, il va se positionner ici. Quand il va monter, qu'est-ce qui va se passer? On arrive au point 2, ici. Regardez le schéma à gauche. Eh bien, le point, il va évoluer. S'il commence à pleuvoir, ça veut dire qu'on a atteint la courbe de condensation, la courbe rouge, ou bien la courbe de saturation. L'air ne peut plus garder la vapeur d'eau, il va la transformer en état liquide et il va y avoir apparition des nuages qu'on voit apparaître ici. Puis après, on va passer à l'état 3, il pleut. Donc là, on voit chaque fois donc il y a augmentation de l'humidité parce que vous avez une compression de l'air. L'air, il est poussé par le vent. La même quantité d'eau, il va se retrouver dans un volume plus réduit. Donc automatiquement, l'humidité va augmenter. Lorsqu'on arrive à 3, c'est le maximum, il va y avoir beaucoup de pluie. Et quand on dit pluie, ça veut dire que l'humidité va diminuer après. Donc voilà, quand on arrive au point 4, l'humidité diminue parce que normalement il a plu. C'est tout à fait normal. Toujours compression jusqu'au point 4. À partir du point 4, il n'y a plus d'obstacle. La montagne ne bloque plus ces nuages. Et on va se retrouver vers un point 5 qui est ici. C'est que la température va augmenter légèrement et l'air il est de plus en plus sec. Donc la courbe, il va augmenter de température tout en diminuant
l'humidité. On se retrouve au point 5. Le point 5, voilà, l'air est sec, c'est de la vapeur d'eau en faible quantité, étant donné qu'il a beaucoup plu, donc il y a l'humidité. Il a été déjà bloqué, il pleut ici, donc il n'y aura plus d'humidité de l'autre côté. Et si ça continue, on va se retrouver ici, le point 6, très sec et très chaud. Donc il ne contient plus d'eau comme avant. Regardez la différence par rapport au point 1. Il était plus humide ici qu'ici. Le point 6, c'est de l'air chaud et sec. Alors, c'est ce qui se passe lorsque vous avez de l'air humide qui est poussé, il traverse des montagnes. Ce phénomène, on l'appelle l'effet de Foehn, et qui se produit dans toutes les montagnes et qui nous permet de distinguer deux situations. À gauche, ici, ce sont surtout des conditions de condensation et saturation de l'air, des compressions de l'air qui provoquent et qui favorisent l'apparition de la pluie, quand on voit ici entre les étapes 2, 3 et 4. Quand on traverse de l'autre côté, je l'ai mis en rouge exprès pour vous montrer que c'est plus sec, c'est plutôt une désaturation de l'air. L'air, à gauche, il était compressé, il prend moins de volume, donc l'humidité augmente. Ici, vous allez avoir une dilatation de l'air. Une dilatation de l'air, c'est-à-dire l'air, il va prendre plus de volume et il va, donc automatiquement, la quantité d'eau qui était dans un volume va se retrouver dans un volume plus grand. Et bien sûr, la valeur va diminuer, c'est ce qui explique qu'on passe de 3 à 4, de 4 à 5, etc., avec des valeurs de plus en plus faibles. Quand on arrive au point 6, c'est vraiment très chaud, très sec. Alors, ce type de situation, c'est ce qu'on appelle de l'air chaud, très chaud, de l'air sec, pardon, très chaud au Maroc, c'est ce qu'on appelle Chergui. Chergui, c'est de l'air qui, en traversant une montagne, il a perdu, chez nous, Marrakech par exemple, ça vient de l'est, du sud-est, il traverse la Haute-Atlantique, il perd son humidité, il se réchauffe, et quand il arrive chez nous, c'est du Chergui, de l'air chaud et sec qui ne contient pas beaucoup d'humidité. Alors, ceci va nous permettre de distinguer dans une montagne les deux côtés. Le côté où il y a la condensation et la saturation de l'air, on va l'appeler le versant au vent. Il est frais et humide, c'est-à-dire température fraîche et il est très humide. Et de l'autre côté, vous avez un versant qu'on va appeler versant sous le vent, c'est-à-dire qu'il va être un versant sec et chaud, c'est là où vous avez le Chergui. Donc on voit bien les variations qui affectent les paramètres hydriques dans une zone de montagne. Alors bien sûr, comme on peut le voir, sur ce versant, vous aurez des êtres vivants qui demandent beaucoup plus d'humidité. Vous aurez de la forêt, vous aurez des plantes qui demandent beaucoup de pluie, alors qu'ici, vous aurez un milieu sec, vous aurez des plantes adaptées à la sécheresse. Donc on voit bien comment une montagne, à travers cette variation qui affecte le paramètre hydrique, va créer deux conditions différentes. Alors le schéma suivant illustre aussi la même chose, avec cette fois-ci des chiffres. Au départ, sur le versant au vent, frais et humide, on part à une température de 15 degrés, l'humidité est de 70 degrés ici. Lorsqu'on arrive à 1000 mètres d'altitude, c'est suffisant, donc l'humidité est de 100%, donc on va passer à la saturation et il va commencer à pleuvoir. La température a baissé de 15 jusqu'à 8 degrés. On continue à monter, l'humidité est toujours de 100%, il pleut sur tout le versant, l'air il monte, il est de plus en plus compressé, c'est ce qu'on appelle aussi les ascendances de la pluie. La température est de 3 degrés et demi, donc la température il a baissé. Quand on traverse la montagne, regardez, vous avez une dislocation des nuages qui devient dispersée. Et bien sûr, vous avez ce qu'on appelle le mur de Foehn, c'est-à-dire ce vent chaud et sec. Et regardez, à la même altitude ici, ici 15 degrés et 70% d'humidité. Ici, on a 26 degrés et demi, ce qui vous montre que le passage il a même augmenté de plus de 10 degrés. Et l'humidité relative, il est tombé à 15%. Donc on voit bien que ce schéma montrant les ascendances et les subsidences. Subsidences, c'est les descendances de l'autre côté, sous le vent. Et c'est l'ensemble, c'est l'effet de Foehn avec toutes les conséquences hydriques sur le milieu. Alors maintenant, on va voir avec quelques exemples l'influence sur les êtres vivants de ces paramètres. Tout d'abord, sur la répartition des êtres vivants. Les êtres vivants, on va les classer en fonction de leur affinité croissante aux facteurs hydriques. Ici, on a un pôle sec et ici, on a un pôle humide. Et on va voir comment évoluent ces paramètres. Tout d'abord, les plantes ou bien les animaux qu'on va trouver dans le pôle sec, on va les appeler des xérophiles, c'est-à-dire qui aiment la sécheresse.
C'est un terme qu'on utilise, ça ne veut pas dire qu'il y a des êtres vivants qui aiment comme ça la sécheresse, mais ils sont mieux adaptés que les autres. Donc, ce sont donc des xérophiles. Et là-dedans, vous avez beaucoup de cactus, par exemple, des plantes du milieu aride, le dromadaire, il vit dans ces milieux. Donc, ce sont des êtres vivants xérophiles. Par la suite, vous aurez des espèces qu'on va classer comme mésophiles. Donc, ils demandent plus d'humidité. Là-dedans, vous aurez les forêts, vous avez des zones où vraiment il pleut beaucoup, il y a suffisamment d'eau, il n'y a pas de manque. Et très souvent, on n'a pas forcément des adaptations particulières à la sécheresse, étant donné que l'eau est disponible. Donc ça, c'est le cas lorsque vous avez des forêts humides ou bien des cultures que l'homme irrigue. Donc les cultures irriguées, c'est l'homme qui fournit l'eau, et bien ils sont classés comme des plantes mésophiles, ou bien des êtres vivants mésophiles. Et puis après, vous avez des êtres vivants qu'on va classer comme hygrophiles. Hygro avec un G, pas avec un D. Hygro, ça veut dire humidité. Et bien là-dedans, vous aurez le cas des forêts très humides, tropiques, équatoriales. Regardez, il y a des fougères, des mousses partout, donc l'air est très humide. Et bien, ceci, on les appelle des hygrophiles. Puis après, vous aurez des organismes qui peuvent vivre dans l'eau et qui peuvent sortir de l'eau. On les appelle des amphibiens, ou bien des amphibies. Les amphibiens, ils font partie. Les amphibies, c'est tous les organismes qui peuvent aller dans l'eau, une partie de leur vie, ils la passent dans l'eau, puis après ils sortent. On les appelle aussi des êtres semi-hydrobiontes, c'est-à-dire que leur vie est à moitié dépendante de l'eau. Et regardez, hydrobionte, cette fois-ci, on a utilisé un D. Hygrophile, c'est humide. Hydro, c'est de l'eau. Et là-dedans, vous aurez, par exemple, les batraciens, les grenouilles qui vivent dans l'eau, qui sortent. C'est un très bon exemple. Mais vous avez aussi beaucoup de plantes qui vivent au bord de l'eau, les peupliers, saphes et autres. Ils ont les pieds dans l'eau, donc ils sont classés comme des intermédiaires entre hygrophiles et amphibes. Et enfin, vous avez les êtres vivants aquatiques, c'est-à-dire qu'ils vivent totalement dans l'eau. Ce sont des espèces dites hydrobiontes, c'est-à-dire hydro, de l'eau, bionte, c'est vie, qui vivent dans l'eau. Et là, vous aurez les algues, par exemple, de la mer, les algues marines, les algues qu'on trouve dans les milieux aquatiques douces, les plantes aquatiques et les poissons. Donc tout ça, ce sont donc des êtres vivants aquatiques ou bien hydrobiontes qui vivent dans l'eau. Donc on voit bien comment le facteur hydrique, il a classé et c'est lui qui va assurer la répartition. Donc les espèces, ils se répartissent à la surface terrestre en fonction de leur affinité de l'eau. Ceux qui demandent de l'eau, ils vont être aquatiques. Ceux qui sont adaptés à la sécheresse et au manque de l'eau, ils seront des xérophiles. Alors maintenant, on va voir l'adaptation des êtres vivants au manque de l'eau. Alors les organismes, ils s'adaptent à la sécheresse, soit par la limitation des pertes. Donc les principales adaptations, on va traiter surtout les xérophiles dans cette fin de cette vidéo. Et ils vont être adaptés plutôt au manque d'eau par la limitation des pertes d'eau. Donc ils vont essayer de perdre le moins d'eau, éviter l'évapotranspiration. Ou bien vous aurez des plantes qui stockent de l'eau. Les plantes charnues, cactus par exemple, ou bien des animaux comme le dromadaire qui développent un système de métabolisme des lipides. En fait, c'est une forme de stockage de l'eau. Alors, ceci pour justement s'adapter à deux types de sécheresse qu'on va constater. Tout d'abord, ces êtres vivants, ils s'adaptent à une sécheresse dite climatique. C'est le cas des climats arides où les apports d'eau, précipitations sont très faibles, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas beaucoup, c'est les climats secs, comme on peut le constater sur cette photo. Mais vous avez donc là, c'est le climat, donc il n'y a pas de pluie, il n'y a pas beaucoup de pluie, le climat est aride ou sec. Puis vous avez une autre forme de sécheresse qu'on va appeler cette fois-ci une sécheresse physiologique. Pourquoi physiologique? Parce que l'eau, il est disponible dans le sol, mais les êtres vivants ne peuvent pas la puiser. C'est le cas, par exemple, quand vous avez des sols salés. Regardez la photo, il y a du sel. Ça veut dire que le sel, il va retenir l'eau avec des pressions osmotiques. Et que les plantes, par exemple, pour pouvoir puiser cette eau, ils doivent développer des pressions supérieures. Et pas toutes les espèces ne sont adaptées. Donc il y a quelques catégories d'espèces qui sont adaptées à cette sécheresse
physiologique. Alors, vous avez des plantes, ou bien des familles de plantes qui sont très adaptées à la sécheresse, comme on peut le constater ici. Les cactacées, les cactus, ils sont très adaptés donc, au manque de l'eau. Ils vivent dans des milieux arides. Vous avez aussi les lichens. Les lichens, c'est une association symbiotique entre les algues et les champignons. Regardez ici, sur un tronc d'arbre, toutes ces taches-là, ce sont donc des symbioses entre une algue et un champignon. Et regardez, ils n'ont pas de racines, ils vivent de l'humidité de l'atmosphère. Et bien sûr, ils sont adaptés aussi à de l'eau vraiment qu'ils peuvent puiser dans le sol. Ils sont fixés. Les supports, ça peut être une plante ou un rocher. C'est juste un support de vie. Ils ne puisent pas dans ces milieux-là. Vous avez les crassulacées. Les crassulacées, il y a beaucoup de plantes que vous avez dans des pots. Ils sont très jolis. Et bien, regardez, et ce sont des plantes adaptées à la sécheresse. Vous avez aussi les Chenopodiacées qui vivent dans les milieux arides ou bien aussi dans les milieux salés. Les Chenopodiacées sont adaptés aussi bien au milieu à sécheresse climatique ou à la sécheresse physiologique. Ils sont adaptés aux deux. Alors, quelques exemples d'adaptation chez les végétaux. Tout d'abord, premiers ensembles, vous montrer beaucoup de photos. Tout d'abord, le premier type d'adaptation, c'est la réduction, la disparition complète des feuilles ou transformation en aiguille. C'est-à-dire que les végétaux, leur stratégie, c'est de perdre et d'éviter les organes par lesquels ils vont perdre. Ils vont perdre de l'eau, c'est-à-dire les feuilles. Alors là, vous avez l'exemple du juillet, sidra, pardon, qui ont des petites feuilles, des épines. C'est le cas du juillet, et puis après, vous avez ici un acacia désertique, c'est des épines, très peu de feuilles, beaucoup d'épines. Ici, c'est des euphorbes dans la région du sud marocain, les épines chez le fort boursin, donc c'est un dermos en arabe, en berbère. Vous avez aussi l'absence carrément de feuilles chez les asperges, qu'on peut voir ici. Donc il n'y a que des tiges. Deuxième forme d'adaptation, c'est le stockage de l'eau. Et c'est le cas où vous avez des plantes charnues ou bien dites succulentes. Alors le phénomène de succulence, c'est le stockage de l'eau. Et on le trouve chez beaucoup de plantes. Et ici le genre Crassula, on voit bien, regardez comment les feuilles, ce sont des feuilles très très charnues, très gorgées d'eau. Et bien sûr, la plante, il va absorber de l'eau lorsqu'il pleut et la stocker au niveau de ses feuilles et l'utiliser au fur et à mesure entre les périodes de pluie où il y a un manque. Vous connaissez tous l'aloe vera par ses vertus thérapeutiques, c'est une plante médicinale. Et regardez, les feuilles sont stockées, et stockent de l'eau, c'est des feuilles charnues. Là aussi, ce sont des plantes très jolies qu'on utilise dans les pots. Et sont introduites donc des régions désertiques de l'Amérique. De chez nous, comme on vient de le parler, le fort boursin, Dermos, il a aussi bien des épines comme il est charnu. Donc il a les deux. Il permet donc de résister à la sécheresse dans le sud marocain où il ne pleut pas beaucoup. La pluie est aux alentours de 100 à 150 mm. Si vous allez dans les déserts américains, entre le Mexique et les États-Unis, vous avez beaucoup de cactus, c'est vraiment le domaine des cactus, et toutes les plantes sont charnues, justement pour pouvoir s'adapter au manque de l'eau. Ce sont des régions désertiques où il ne pleut pas beaucoup, et la seule forme de résistance et d'adaptation, c'est l'apparition du phénomène de succulence. Autre stratégie, c'est la réduction de l'évaporation par la présence d'une couche de cuticule cireuse étanche, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer l'eau, ou bien en présence de stomates dans des cavités, c'est-à-dire les stomates qui sont les organes au niveau des feuilles qui assurent les échanges gazeux entre la plante et son environnement, ils ne vont pas s'ouvrir directement vers l'extérieur. Vers l'extérieur, il fait très sec. Ils vont s'ouvrir d'abord dans une cavité où il y aura une humidité intermédiaire entre la feuille, qui est une humidité maximale, et l'air ambiant qui est très sec. Donc la plante, il va créer une petite ambiance, comme on peut le voir ici, donc des petites cavités très protégées où les échanges vont se limiter au niveau de ces stomates. Deuxième élément, c'est la présence de cette cuticule cireuse, regardez en surface,
qui protège la plante de la lumière du soleil, c'est-à-dire de l'énergie, qui risque de la faire évaporer. Donc vous avez une couche, une cuticule. Cette cuticule, vous l'avez vu quand vous avez travaillé en anatomie, en S2. L'exemple qu'on avait, je vous montre aussi celui de l'olivier. Donc la feuille de l'olivier, regardez, elle est luisante, brillante, parce que justement il y a cette couche de cuticule qui la protège. Et c'est normal, l'olivier est une plante méditerranéenne adaptée à une sécheresse de l'été très forte. Donc on voit bien sur ces feuilles brillantes, ça veut dire qu'il y a une couche de cuticule. Et c'est sur cette face, ça c'est la face supérieure. Sur la face inférieure, vous avez les stomates qui sont ouverts avec des poils. Donc c'est une plante qui est très très bien adaptée à la sécheresse grâce à cette réduction de l'évaporation, bien de l'évapotranspiration. Alors, développement du système racinaire, là aussi c'est une autre stratégie, c'est que les plantes des milieux arides, ils doivent développer un système racinaire qui, d'abord, il faut qu'il soit très dense pour chercher de l'eau sur une grande surface, mais aussi, il peut être très profond, il peut aller en profondeur, vraiment à des profondeurs très très grandes. Et c'est le cas, par exemple, que je vous montre, c'est le mesquite. Le mesquite, c'est une plante qui pousse donc en Amérique du Nord, entre le Mexique et les États-Unis, et c'est une plante qui envoie ses racines jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est un record mondial. On ne connaît pas de plante qui peut envoyer ses racines à une aussi grande, et c'est ce qui explique qu'elle peut vivre, regardez, dans des milieux sableux, désertiques, grâce justement, alors c'est le genre Prosopis qui est le mesquite. Le mesquite, c'est le nom commun qu'on utilise. Chez nous, l'arganier, regardez, ce sont de jeunes plantules. Regardez, c'est les plantes de l'année, mais regardez la profondeur du système racinaire. Et ça, c'est une caractéristique des plantes des milieux arides, c'est qu'ils ont un système racinaire qui va très profond, et le système racinaire, il présente un pourcentage très important. Sur ce schéma, vous avez plusieurs plantes de milieux arides. Regardez, le système racinaire, il est supérieur à la partie aérienne. Et c'est le grand constat, c'est que la biomasse souterraine, c'est-à-dire les racines des plantes des zones arides, est supérieure. Pratiquement les 2 tiers sont en bas, au fond, et le tiers restant qui est en surface. Ce qui fait que quand vous voyez une plante en surface, la biomasse de surface, il n'est que la moitié ou bien le quart même de ce qui est enfoui dans le sol. Et donc ça, c'est une vraiment adaptation des plantes de milieux arides. C'est le développement du système racinaire qui est une stratégie, là encore, d'adaptation. D'autres adaptations que je peux vous citer, c'est la présence de latex. Le latex, c'est en fait une sève de couleur blanchâtre qui est très très visqueuse. Et qui dit visqueuse dit qu'il va couler très lentement. Et quand il va couler très lentement, il ne va pas s'évaporer facilement. Et ça, c'est le latex qu'on va trouver chez Uniforme, qui est une plante adaptée au milieu aride et sec. Regardez, quand on la coupe, il y a un liquide blanc qui sort, c'est le latex. Vous connaissez tous le latex d'EVA, qui est la plante qui donne le caoutchouc naturel. Le caoutchouc naturel, regardez, on va saigner la tige avec un couteau et la sève va couler et on va la récupérer. C'est un caoutchouc naturel. Avant de découvrir le caoutchouc synthétique qu'on utilise maintenant, on utilisait beaucoup le caoutchouc naturel qui est produit par cette plante, l'EVA, qui est un arbre des régions tropicales. Alors, chez les animaux, les adaptations, là encore, sont très très importantes. Alors tout d'abord, le premier type d'adaptation, c'est la limitation de perte d'eau. Et on voit qu'on est dans la même stratégie que les plantes. C'est-à-dire que les organismes vivants, les êtres vivants, ils vont essayer de limiter au maximum les pertes, de ne pas perdre de l'eau au niveau de leur corps. C'est une stratégie. S'ils perdent beaucoup d'eau, il faut qu'ils puissent boire beaucoup d'eau. Et s'il n'y a pas beaucoup d'eau à boire, et donc les êtres vivants ils vont être éliminés. Alors, comment on va perdre de l'eau? On la perd par la respiration. Quand vous respirez, vous perdez de l'eau. Il y a de l'eau qui sort. On la perd par l'excrétion, c'est-à-dire la sueur. Et là, donc les stratégies, c'est justement de chercher à s'enfouir, à s'enfoncer dans le sol. Et là, vous aurez plusieurs stratégies. Les stratégies morpho-anatomiques, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'adaptation un petit peu morphologique.
les animaux qui vivent dans les milieux désertiques ou secs, ils ont une imperméabilité des tégument, c'est-à-dire leur corps, il ne peut pas perdre de l'eau. C'est le cas des insectes. Les insectes, ils ont une carapace, les arthropodes terrestres, ils ont une chitine très 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 résistante, très imperméable, qui est tannée et qui leur permet donc justement d'éviter l'évaporation. Si vous prenez les vertébrés, là encore, vous avez des vertébrés qui ont une peau nue. Le tégument des amniotes, par exemple, c'est une isolation extraordinaire contre l'évaporation. Il n'y a pas de poils qui va faciliter l'évaporation. Parce que les poils, étant donné qu'ils sortent de pores, de trous dans notre peau, ils risquent de provoquer l'évaporation. Et bien les animaux qui vivent dans le milieu sec et aride, ils ont moins de poils, ils ont une peau nue et très lisse, justement pour éviter l'évaporation. Vous avez aussi des protections au niveau des échanges respiratoires, c'est-à-dire au moment où les organismes vont respirer, il ne faut pas qu'ils perdent beaucoup d'eau. Alors l'air, il est maintenu dans un état proche de la saturation pour éviter les pertes, c'est-à-dire que dans les narines, au niveau de la respiration, l'air il est pratiquement saturé, comme ça il n'y a pas de contact direct au moment de la respiration avec le milieu extérieur. Vous avez aussi beaucoup de communication réduite avec l'extérieur, c'est le cas par exemple chez le scorpion, dans lequel les gaz renouvelés par diffusion simple pour éviter une dissipation. Donc là c'est des systèmes de respiration très particuliers qu'on va trouver chez des organismes vivants des milieux désertiques. Vous avez aussi des aménagements particuliers au niveau des voies respiratoires qui évitent là encore que de l'eau soit perdue. Donc il y a des échangeurs de chaleur, c'est-à-dire avant que l'air chaud du corps sort, il est déjà rafraîchi, refroidi, et du coup il va garder son humidité pour ne pas la perdre. Donc le dromadaire par exemple, à ne citer que lui, quand il respire, il récupère toute l'eau par condensation au niveau de ses narines. Il va expirer donc de l'air qui est pratiquement non saturé. Alors, vous avez aussi des stratégies physiologiques. Elles se font autour de la fonction d'excrétion. Donc là, c'est des organismes qui vont essayer de perdre le moins d'eau, physiologiquement parlant. Et là, vous aurez beaucoup par exemple, les oiseaux et les mammifères déserticoles. Donc là encore, au niveau de leur système urinaire, ils vont uriner une urine très concentrée, avec très peu d'eau, des fois jusqu'à 15 à 20 fois celle du plasma du corps, de leur corps. Donc, ils vont pratiquement récupérer toute l'eau. C'est le cas des oiseaux, c'est le cas des vertébrés, reptiles notamment. Vous avez aussi une stratégie comportementale, c'est d'être actif la nuit ou bien en périodes les plus fraîches de la journée. Donc éviter là encore de s'exposer trop à la chaleur et automatiquement perdre de l'eau. On voit sur ce fennec, sur la photo, il creuse des terriers, il se cache pendant toute la journée pour ne pas perdre son humidité. Il sort la nuit pour manger, pour chasser, puis après il revient se cacher. Donc la stratégie d'enfouissement comportemental est très importante. Donc comme ça, ils évitent la déshydratation pendant l'estivation. Les gerboises, ici aussi, c'est une petite souris désertique. Et elle aussi, elle creuse des terriers, il se cache pendant la journée et elle n'est active que la nuit. L'autre phénomène qu'on rencontre chez les animaux, qui est une forme d'adaptation, c'est l'anhydrobiose. L'anhydrobiose, vous avez un petit texte là qui permet de l'expliquer. C'est une forme d'état de vie ralentie pendant la période la plus sèche et qui peut durer plusieurs années des fois chez certains organismes, comme le cas de cet escargot désertique, l'escargot du désert, Remina desertorum, ou bien qui portait un autre nom, Helix et desertorum dans le passé. Eh bien, c'est un organisme qui va se fixer sur un support, ici une branche d'un buisson, ou bien sur un mur, ou bien un rocher, fermer son opercule de l'extérieur, comme ça il ne perd plus d'eau de façon hermétique, plus une seule goutte n'est perdue. Et il peut rester, regardez, jusqu'à 4 années de vie ralentie. C'est un record mondial. Et dès qu'il y a de l'humidité,
il va se reprendre son vie active, c'est ce qu'on appelle la réviviscence. Lorsque l'humidité revient, lorsqu'il pleut, il va sentir l'humidité, il va se réveiller, se mettre en activité, manger, se reproduire. Et dès que la sécheresse commence, hop, il va se refermer sur lui-même. Et on le voit ceci même à Marrakech, bien sûr, ça ne dure pas 4 ans, mais les escargots à Marrakech, ils s'enferment pratiquement tout l'été. Ils sont actifs pendant l'hiver et le printemps, puis après, ils se fixent sur un mur ou bien un tronc d'arbre, et ils restent comme ça jusqu'à la pluie de l'automne. Il reprend son activité, se reproduit, etc. Donc voilà pour cette forme d'adaptation exceptionnelle. C'est un record mondial qu'on peut constater, comme on l'a vu tout à l'heure chez les plantes, des records d'aller chercher l'eau ou bien de résister au manque de l'eau. Ici, c'est une vie ralentie vraiment extrême. Alors, un exemple complet d'adaptation, c'est le cas du dromadaire. On en a déjà parlé au début, mais regardez les adaptations là encore, et ils sont formidables chez cette espèce. L'utilisation de l'eau produite par le métabolisme des lipides et des glucides, la réutilisation des urines. Le dromadaire, il peut perdre jusqu'à 25% de son poids. Je vous laisse lire un petit peu tout ce qui est écrit ici. Et donc, le dromadaire, il ne perd pas d'eau par la peau, donc il est protégé. Il a une graisse qui lui fournit de l'eau par l'oxydation des lipides, 1 litre d'eau par kilo. Il a des poils isolantes contre la chaleur et l'évaporation. Il concentre son urine. Il supporte la sécheresse et ses narines. Il réfrachissent l'eau, retenir l'eau au moment de la respiration. Donc là, vous avez plusieurs formes d'adaptation, soit morphologique, qualitative, soit physiologique, métabolique et quantitative. Donc voilà comment des organismes, qu'ils soient animaux ou végétaux, arrivent à s'adapter au manque de l'eau, et vous pouvez faire de petites recherches sur Internet pour améliorer un petit peu ce recueil d'expériences que je viens de vous citer. Voilà.